Le Français moyen passe chaque jour 2 heures et 28 minutes sur les réseaux sociaux. Si vous avez moins de 40 ans, vous dépassez probablement les 4 heures. 4 heures par jour, ça fait 28 heures par semaine. 28 heures par semaine, ça fait 120 heures par mois. 120 heures par mois, ça fait 1440 heures par an. 1440, c'est le temps que ça prend d'apprendre l'anglais presque parfaitement, d'apprendre à jouer un nouvel instrument de musique et se préparer à faire un Ironman réuni. Oui, les réseaux sociaux vous font perdre un temps monumental, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, après avoir passé plusieurs dizaines d'heures à me renseigner sur les articles scientifiques, les études par rapport à l'impact de cette addiction, mes conclusions sont extrêmement inquiétantes. En effet, je suis convaincu que les réseaux sociaux sont la drogue du 21e siècle. Et après avoir longuement réfléchi, je pense même peut-être préférer que mon fils prenne du LSD plutôt qu'il se retrouve accro à la drogue des réseaux sociaux. Oui, je sais, ça peut paraître surprenant, mais je suis convaincu que d'ici la fin de cette vidéo, la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. Oui, les réseaux sociaux, c'est une drogue avec un impact incroyablement néfaste, mais c'est même plus encore. Je suis convaincu qu'arrêter les réseaux sociaux est le lien manquant entre votre vie actuelle et celle dont vous avez toujours rêvé. Imaginez-vous dans quelques années, riche, avec le corps de vos rêves, le succès dont vous avez toujours rêvé, l'admiration de vos proches et surtout une attitude complètement différente face à la vie. Vous n'êtes plus stressé. Vous vous réveillez tous les matins motivé et de bonne humeur. Et la fatigue, le brouillard mental, la sensation d'être perdu dont vous souffrez actuellement complètement disparu. Eh bien, après plusieurs heures de recherche, je suis intimement convaincu qu'arrêter d'être l'esclave des réseaux sociaux est la solution à l'extrême majorité de vos problèmes et que si vous le faites, tous ces rêves pourraient très bientôt se transformer en réalité. Dans la première partie de cette vidéo, on va voir pourquoi exactement les réseaux sociaux sont aussi nocifs. On va aussi voir comment et par quel mécanisme les réseaux sociaux prennent le contrôle de votre cerveau. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi difficile d'arrêter d'utiliser les réseaux sociaux et les avantages que vous allez en tirer. Finalement, dans la dernière partie, je vais vous donner un plan d'action étape par étape pour arrêter ou en tout cas fortement réduire votre utilisation de ceux-ci. Allez, c'est parti. Je fais cette vidéo dans le but de toucher le plus de personnes possible qui ont développé une addiction aux réseaux sociaux. J'ai donc décidé, pour l'intro de cette vidéo, de maximiser le taux de rétention avec un contenu dynamique qui stimule constamment et garde l'attention. Maintenant que je vous ai attiré et que j'ai attiré un maximum de personnes, j'ai envie de prendre le temps de ralentir le rythme de cette vidéo afin de vraiment pouvoir vous expliquer pourquoi cette addiction est aussi nocive. Je vais donc graduellement arrêter les coupures, prendre le temps de bien m'exprimer. Et si vous ressentez un léger inconfort, que vous avez envie de cliquer sur la vidéo qui est sur le côté ou de sortir votre téléphone pour aller scroller TikTok, eh bien, je vous en conjure, essayez de vous retenir car vous avez particulièrement besoin de cette vidéo. Et prendre le temps de ralentir une fois dans votre journée vous permettra de sortir de ce cycle infernal dans lequel vous vous êtes enfermé. Les réseaux sociaux, c'est pour moi la drogue du 21e siècle. Et pour bien le comprendre, on va analyser un petit peu les mécanismes du cerveau. Notre cerveau est une machine avec un mécanisme assez simple. À chaque fois qu'on décide de faire quelque chose, il y a deux forces qui s'affrontent. La première, c'est la force positive, celle qui nous motive. Et cette force-là, elle est en grande partie représentée par la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, un neuromodulateur qui va être sécrété dans notre cerveau et qui va nous permettre d'avoir de l'énergie, de la motivation, l'envie de faire quelque chose. Cette dopamine, elle est sécrétée quand on anticipe une récompense. Plus la récompense est grande, plus la sécrétion de dopamine est haute. Cette hormone, elle est aussi sécrétée quand on anticipe une récompense et que la récompense est plus grande que ce qu'on avait anticipé. Finalement, cette hormone, elle est aussi sécrétée quand on n'obtient pas la récompense à chaque fois. Il y a de nombreuses expériences qui ont été faites et en fait, une petite touche de hasard va renforcer la sécrétion de cette dopamine. Donc, on a de ce côté toutes les choses qui vont nous motiver et de l'autre côté, il y a toutes les choses qui vont nous démotiver de faire quelque chose. Il y a le temps qui nous sépare de la récompense. C'est plus facile d'agir si on sait qu'on est récompensé tout de suite plutôt que si la récompense, elle vient dans un an. Et il y a les efforts, l'énergie qu'on va devoir dépenser pour atteindre cette
récompense. Au fur et à mesure que les scientifiques ont commencé à comprendre comment le cerveau fonctionnait, il y a une discipline qui est apparue et qui se spécialise sur le fait de rendre certaines activités addictive et motivante en utilisant justement ce mécanisme de notre cerveau. Cette discipline, ça s'appelle la gamification. Elle a été développée d'abord pour motiver les joueurs de jeux vidéo à plus jouer aux jeux vidéo. On a donc changé la manière dont on récompensait les joueurs, la fréquence, le type de récompense, etc. On a fait des dizaines de milliers de tests et on a découvert certains principes qui, s'ils sont appliqués, permettent de motiver plus ou moins n'importe qui à appuyer sur des boutons en quête de récompenses fictives. Tous ces apprentissages de gamification ont ensuite été appliqués aux réseaux sociaux. Et l'exemple ultime de ça, c'est TikTok. Pourquoi est-ce que TikTok est aussi addictif? Dans un premier temps, ils ont réduit la friction au maximum. Le temps d'écart entre l'action et l'obtention de la récompense est inexistant. En effet, à chaque scroll, vous avez instantanément une récompense possible qui vous est fournie sous la forme d'une vidéo qui vous intéresse. TikTok a aussi réduit l'effort que vous devez fournir pour obtenir cette récompense. En effet, ils ont étudié chaque mouvement de main et ont réalisé que ce qui demandait le moins d'effort, c'était de juste scroller avec le pouce. Rendez-vous compte, juste en faisant ça, vous pouvez obtenir votre dopamine. Ça, c'est le seul effort que vous avez à fournir afin de recevoir une récompense instantanée. Et puis, ils sont aussi allés optimiser l'autre côté de l'équation, en essayant de vous faire sécréter le maximum de dopamine à chacun des scrolls. En effet, ils ont créé un algorithme qui a pour but de chercher parmi des dizaines de milliers de vidéos postées chaque heure, la vidéo qui va le plus vous faire sécréter de dopamine. Et puis, ils n'ont pas oublié non plus de mettre en place le fameux hasard. À chaque scroll, vous avez une chance de trouver la vidéo qui va vous fournir le plus de dopamine de la journée. Vous avez des vidéos qui sont très intéressantes, ensuite une vidéo qui est un petit peu intéressante, ensuite une vidéo qui n'est pas du tout intéressante, pour ensuite avoir de nouveau une vidéo qui vous intéresse fortement. Et cette variation de qualité est savamment optimisée par des centaines de scientifiques afin de vous rendre véritablement accro. C'est le cas pour TikTok, mais c'est aussi le cas pour tous les autres réseaux sociaux qui fonctionnent avec presque l'exact même système. Résultat, vous avez à portée de main, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, gratuitement, accès à des machines d'aspiration de votre dopamine. Et ça, c'est un énorme problème. Premièrement, parce que le cerveau fonctionne par contraste. Je me souviens, quand j'étais petit, j'allais regarder des matchs de basket et ça m'avait toujours surpris à quel point un joueur de l'équipe qui avait l'air d'avoir une taille normale paraissait énorme dès qu'il sortait du terrain et qu'il était en train de se faire interviewer ou même à côté d'un supporter. On arrive très mal à juger de la taille des gens si on ne peut pas les comparer à différents objets ou à d'autres personnes. Eh bien, c'est la même chose pour la motivation. Le cerveau compare toutes les activités qu'il peut choisir et le niveau de dopamine qu'elles vont sécréter. Donc si vous avez le choix entre lire, faire des maths, étudier pour l'école, aller faire du sport et puis je sais pas, jouer aux cartes, eh bien jouer aux cartes, ça va avoir l'air super intéressant. Mais si vous avez le choix entre jouer aux cartes et ces machines d'aspiration de dopamine avec plusieurs milliards de budget, eh bien, jouer aux cartes, ça a l'air extrêmement ennuyeux. Passer du temps sur TikTok, passer du temps sur Twitter, Instagram, Facebook ou Snapchat, ça bousille votre contraste de dopamine et votre cerveau est donc par la suite incapable de se motiver à faire d'autres activités. Les seules activités qui peuvent faire la compétition aux réseaux sociaux, c'est celles qui ont aussi été gamifiées, comme les jeux vidéo, par exemple, ou encore le casino. Et toutes les autres, c'est des activités que vous n'allez soit pas faire, soit que l'on va devoir vous forcer à faire à coup de menaces. C'est pour ça que vous arrivez quand même à aller au travail, aux études. C'est pas parce que vous en avez envie, c'est pas parce que vous êtes motivé, c'est parce que si vous ne le faites pas, vous allez finir à la rue. Si vous ne le faites pas, vos parents vont vous engueuler. Mais en dehors de ces activités que vous êtes forcé à faire, tout le reste passe à la trappe. Donc ce contraste, il va vous empêcher de faire
toute activité qui n'est pas optimisée pour sécréter de la dopamine, donc qui n'est pas gamifiée. Et malheureusement, on n'a pas encore vraiment trouvé de moyen de gamifier la lecture ou gamifier le fait de travailler sur son business ou gamifier le fait d'étudier. On doit donc se forcer à utiliser toute notre énergie mentale ou avoir quelqu'un qui nous oblige à le faire et qui nous menace à le faire. Et c'est en étudiant ça que j'ai réalisé que j'avais eu complètement tort et qu'il y a énormément de personnes dans le développement personnel qui ont complètement tort et qui répètent une phrase que tout le monde adore et que vous avez déjà entendu, je pense, plusieurs fois. Vous êtes forcément tombé sur un TikTok ou sur une vidéo avec un entrepreneur qui vous dit que ce qui est important, c'est pas la motivation, c'est la discipline. Que les entrepreneurs qui réussissent, ils n'attendent pas d'être motivés à lancer leur business. Non. Ils lancent leur business même quand ils sont pas motivés. Que les gens qui réussissent dans la vie, ils n'attendent pas d'être motivés pour aller au sport. Non. Ils se forcent à aller au sport même quand ils n'ont pas envie. Je pense que c'est le message de développement personnel qui fait le plus vibrer les gens actuellement. Mais ce message, il est en tout cas en partie faux. Parce que quand on étudie les plus grands sportifs, les plus grands entrepreneurs, les personnes qui ont atteint le plus haut niveau de succès, est-ce que vous pensez vraiment que c'est des gens qui tous les matins, tous les jours, se forcent à faire des choses alors qu'ils n'en ont pas du tout envie? Est-ce que vous pensez vraiment que Jeff Bezos, quand il se réveille le matin pour aller travailler pour Amazon, il se dit « Ah, j'ai vraiment pas envie de travailler sur Amazon, mais bon, je suis un mec discipliné, je vais aller au taf. » Est-ce que vous pensez vraiment que Mbappé, quand il va s'entraîner, eh bien, il se dit « Ah, j'ai vraiment pas envie d'aller à l'entraînement de foot, mais je vais me forcer. » Est-ce que vous pensez vraiment que c'est leur mentalité dans la vie de tous les jours? Je suis convaincu que ce n'est pas le cas. Je suis convaincu qu'Mbappé, il aime jouer au foot. Et que pour l'extrême majorité des entraînements et des matchs, il y va avec plaisir. Je suis convaincu que Jeff Bezos, Elon Musk et n'importe quel entrepreneur à succès, en majorité, quand il travaille, il le fait parce qu'il aime ça. Alors certes, certains jours, on n'est pas motivé. Certes, certains jours, on n'a pas envie d'aller à la salle. Certes, certaines activités du business, on n'a pas envie de les faire. Et on se force. On a ce muscle, on a cette capacité de faire preuve de discipline. Mais la discipline, c'est ce qu'on utilise de temps en temps quand on n'est pas motivé. C'est pas notre moteur principal d'action. Le moteur principal d'action, c'est bel et bien la motivation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, énormément de personnes ont oublié ce que c'était d'être motivé. Énormément de personnes ont de la motivation que quelques heures par semaine. Alors que si vous savez générer de la motivation et vous savez vraiment comment la motivation fonctionne, eh bien vous pouvez avoir de la motivation tous les jours. Moi, là, ça fait plusieurs mois que chaque matin, je me réveille, le sourire aux lèvres, et que je suis heureux de travailler. Par le passé, la plupart du temps, je devais me forcer, je devais utiliser ma discipline. Mais aujourd'hui, ce n'est absolument pas le cas. Je kiffe travailler, je kiffe faire cette vidéo, je kiffe aller à la salle de sport, je kiffe même prendre des douches froides le matin. Et c'est le cas parce que j'ai retrouvé ma motivation. J'ai supprimé les réseaux sociaux, j'ai supprimé les jeux vidéo et autres activités qui bousillaient ma dopamine, et donc mon cerveau a été obligé d'utiliser cette dopamine pour des activités productives, comme le fait de travailler sur moi, mes business ou ma santé. On va le voir en détail après, mais si vous appliquez cette vidéo, je peux vous promettre que d'ici quelques semaines, vous serez motivé à travailler sur vos projets et vous n'aurez presque plus besoin de vous forcer à le faire et donc d'être obsédé par la discipline. Le deuxième gros problème des réseaux sociaux, c'est qu'en plus de bousiller votre dopamine, ils aspirent votre temps. L'autre jour, j'étais sur Internet et je suis tombé sur une vidéo qui filmait des centaines de personnes à Vegas en train de jouer à la machine à sous. Et ces personnes-là, elles peuvent rester à appuyer sur un bouton ou à tirer sur un levier pendant plusieurs heures, à faire la même tâche de manière répétitive, alors qu'elles le savent même souvent, elles ont extrêmement peu de chances de gagner de l'argent à moyen terme. Ça, c'est le cas parce que ces machines-là, elles font entrer les joueurs dans un état de semi-hypnose. En effet, la sécrétion de dopamine et la gamification est tellement bien faite qu'il existe juste les bonnes proportions de dopamine, d'effort et de hasard pour faire entrer la personne qui utilise la machine dans un état de transe. Alors, ces machines de casino, elles utilisent cette hypnose, cet état de transe, pour soutirer l'argent des utilisateurs.
Et le truc, c'est que les réseaux sociaux, ils fonctionnent exactement de la même manière. Ils ont gamifié, ils ont mis en place les mêmes mécanismes de hack, de manipulation de votre cerveau pour vous faire entrer dans un état de transe quand vous utilisez leur application. Alors certes, ils ne profitent pas de votre argent, ces applications sont gratuites, mais ils vont en fait vous soutirer quelque chose de bien plus important. Ils vont vous soutirer votre temps. Et au lieu que vous puissiez l'utiliser pour atteindre vos objectifs ou apprendre quelque chose ou passer des moments, des beaux moments avec votre famille, eh bien ce temps-là, il va être utilisé pour vous faire entrer des messages subliminaux, des messages publicitaires dans votre tête. En effet, tous les 10 scrolls sur TikTok, vous allez tomber sur une publicité. Au début de chaque vidéo sur YouTube, vous allez voir une publicité sur Facebook, sur Instagram. Votre fil d'actualité va subtilement vous envoyer des messages publicitaires. Pendant des années, les dealers de drogue ont fait des fortunes en profitant de la santé de leurs clients. Et aujourd'hui, en toute légalité, les réseaux sociaux sont en train de faire la même chose en profitant du temps, de l'attention et de la dopamine de leurs clients. À son apogée, Pablo Escobar a gagné 20 milliards en un an. En 2021, Mark Zuckerberg en a fait 47. Donc vous perdez votre motivation, vous perdez votre temps. Et vous êtes aussi en train de perdre votre santé. Et pas n'importe quelle santé, vous êtes en train de perdre votre santé mentale, qui est probablement la plus importante. Plusieurs études démontrent que l'utilisation des réseaux sociaux est fortement corrélée à une augmentation de la dépression et de l'anxiété. Je ne suis pas un expert du fonctionnement du cerveau, il n'y a pas encore d'études conclusives qui ont été faites, mais mon intuition me dit que quand on aspire toute votre dopamine, eh bien, il y a certains dérèglements qui se produisent dans le cerveau. La dopamine, c'est vraiment un des neurotransmetteurs les plus importants qui régule la chimie de votre cerveau. Et le cerveau, pour faire certaines émotions, il a besoin de certains blocs constructeurs. Imaginez-vous une boulangerie. Et si dans cette boulangerie, on retire le sucre, eh bien, on ne pourra plus faire de gâteaux, on ne pourra plus faire de pâtisserie, mais on pourra toujours faire du pain. Eh bien, je pense que le cerveau fonctionne un petit peu comme ça. Si on a épuisé toute votre dopamine avec un réseau social, eh bien, vous en aurez beaucoup moins pour le reste de la journée. Et si il vous manque cette composante essentielle, eh bien, il y a certaines émotions que vous ne pourrez plus créer. Vous ne pourrez plus créer l'émotion de la motivation, vous ne pourrez plus créer l'émotion du plaisir, vous ne pourrez plus créer l'émotion de la joie, du bonheur. Et vous serez donc obligé de créer des émotions beaucoup moins intéressantes. Vous serez obligé de créer des émotions telles que l'anxiété, le stress, la peur, la tristesse ou le désespoir. Et c'est probablement par ce mécanisme qu'on peut expliquer le mal-être qu'on subit après avoir scrollé plusieurs heures sur TikTok. Il y a bien sûr cette composante chimique qui dépend du mécanisme de notre cerveau, mais ce n'est pas tout. Quand on est sur les réseaux sociaux, on est aussi constamment bombardé de personnes qui ont mieux réussi que nous. Et ça bousille encore une fois notre contraste. Plusieurs études ont été faites par rapport au niveau d'argent. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le plus important, c'était pas l'argent qu'on gagnait par an, c'était l'argent qu'on gagnait par rapport à nos voisins et aux personnes qu'on fréquente. Donc si vous êtes dans un pays relativement modeste, mais que vous avez 3 fois plus que la moyenne, en moyenne, vous êtes plus heureux que le mec qui vit aux États-Unis et qui gagne légèrement moins que la moyenne. Si vous vous habituez à regarder les personnes les plus riches, les personnes avec le plus de succès, qui ont la vie la plus intéressante sur Instagram et TikTok. Si, et je pense en particulier aux filles, vous vous habituez à regarder le top 0,01% des plus belles femmes qui ont été filmées sur leur meilleur angle, qui ont sélectionné les meilleures vidéos qu'elles ont tournées pendant le mois, qui ont en plus appliqué différents filtres, et que vous vous comparez à ces femmes-là, vous allez pour toujours vous sentir pas à la hauteur. Finalement, sur les réseaux sociaux, eh bien, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours de nouvelles trends, de nouvelles choses qui sont en train de se passer, de nouvelles actualités. Et cet état de stimulation constante crée de la FOMO, de la peur de manquer quelque chose. On ouvre notre téléphone parce qu'on a peur de manquer une notification. Quand on n'a pas notre téléphone pendant plusieurs dizaines de minutes, on a de l'anxiété, un stress, une attente, une curiosité malsaine qui se crée. Et ça aussi contribue fortement au déclin de votre
santé mentale. Imaginez-vous deux drogues. La drogue A, qui va vous créer de l'anxiété, vous créer de la dépression, qui va vous obliger à être inactif pendant 4 heures au minimum de la journée. Et ça peut même être beaucoup plus. Qui va détruire toute votre motivation et votre envie de faire des choses productives. Et finalement, qui est extrêmement addictive. Ça, c'est la drogue A. Imaginez que vous avez le choix, soit de donner cette drogue A à votre fils, soit de donner la drogue B. La drogue B, elle va le faire halluciner pendant quelques heures. Elle va aussi augmenter sa neuroplasticité. Donc le fait de pouvoir créer de nouvelles connexions neuronales et donc de pouvoir apprendre, augmenter son ouverture d'esprit et même potentiellement développer de nouvelles capacités. Cette drogue B, elle développe aucune addiction, mais elle comporte quand même quelques risques qui sont cependant presque inexistants si elle est consommée de la bonne manière, qu'elle est pure et dans les bonnes conditions. Quelle drogue est-ce que vous donnez à votre enfant? Bien sûr, l'idéal c'est de donner aucune de ces drogues, on est d'accord, hein, mais imaginons que vous êtes obligé. Pensez que c'est laquelle la plus nocive pour votre enfant, pour votre fils ou votre fille? Personnellement, je dirais la drogue A. Et la drogue A, c'est comme on vient de l'identifier, les réseaux sociaux. La drogue B, c'est le LSD. Et je sais, c'est une drogue qui fait peur, mais selon les scientifiques, en tout cas selon cette étude qu'on va faire apparaître, c'est une des drogues les moins dangereuses pour soi et les autres, et elle développe presque aucune addiction. Le truc, c'est que le LSD, tout le monde trouve ça horrible et tout le monde en a peur parce qu'elle est illégale et que c'est une substance qu'on consomme. Alors que les réseaux sociaux, c'est légal, c'est quelque chose que tout le monde fait et on n'a pas l'impression que c'est une drogue vu qu'elle est sur notre téléphone. Personnellement, je suis anti-drogue. Je vous recommande absolument pas de prendre du LSD et il existe clairement des risques. Mais selon les scientifiques, c'est moins dangereux que la clope, c'est moins dangereux que l'alcool. Et ce qu'ils n'ont pas mis sur ce graphe, et qui selon moi prendrait la première place dans cette liste des drogues les plus dangereuses, c'est les réseaux sociaux. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez probablement déjà entendu une partie des choses que je viens de mentionner. Et vous étiez conscient depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, que votre utilisation des réseaux sociaux était problématique. Mais vous n'avez pas pour autant supprimé ces applications. Et même maintenant, après avoir entendu tous les méfaits de ces applications, eh bien, vous n'êtes probablement pas encore convaincu de supprimer TikTok, de supprimer Instagram ou de supprimer Snapchat. Si c'est le cas, c'est parce que la société et votre cerveau est en train de vous faire croire à un ou plusieurs des 6 mensonges que je vais mentionner maintenant. Le premier mensonge dont j'étais victime personnellement, c'était de me dire que j'utilisais les réseaux sociaux pour faire une pause. Donc, par exemple, j'étais en train de travailler, au bout d'un moment on est fatigué, voilà, j'ouvre Instagram, je check vite fait, peut-être un petit coup sur TikTok, et après je referme mon téléphone et je continue à travailler. Je le faisais aussi quand j'étudiais à l'époque. Et on se dit que du coup, c'est pas trop grave, on perd pas trop de temps et ça nous permet de faire une pause, et de nous vider l'esprit. Mais avant d'arriver à cette conclusion, je pense que c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est une pause ? Qu'est-ce que c'est une pause ? Une pause, quand on est en train de travailler, c'est un moment qu'on utilise pour reposer notre esprit et donc pouvoir se remettre au travail par la suite avec une meilleure concentration, une meilleure productivité. Du coup, en soi, le but d'une pause, c'est en quelque sorte de recharger nos réserves de dopamine. Quand on n'arrive plus à travailler, on a tellement utilisé de concentration de dopamine, etc., on n'a plus d'énergie dans notre cerveau et donc on a besoin d'un temps, justement, d'un break, un temps de pause pour recharger ça. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait exactement l'inverse. Quand vous êtes fatigué, que vous êtes plus motivé, vous n'arrivez pas à travailler, et que vous sortez votre téléphone pour aller sur Instagram, vous bousillez votre énergie mentale encore plus. Le seul truc qui fait que potentiellement quand vous vous remettez au travail, vous avez un petit élan de motivation de nouveau, c'est parce que vous avez fait un switch de tâches. Un truc qui crée de la dopamine, qui permet de retrouver de l'énergie, c'est le changement de contexte. C'est pour ça, par exemple, quand on regarde une vidéo de MrBeast, eh bien, il va changer l'endroit, il va changer ce qui est en train de se passer toutes les 2-3 minutes, parce que justement, ça va permettre à votre cerveau de se relancer. Et c'est aussi pour ça que TikTok, justement, fonctionne aussi bien, parce qu'à chaque scroll, vous changez le contexte. Et donc, ça vous redonne la motivation, ça resécrète de la dopamine pour vous faire continuer à faire la chose. C'est la seule raison pour laquelle, quand on sort son téléphone, on passe un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, on a une légère augmentation de motivation quand on se remet au travail. Mais le truc, c'est que ce switch de contexte, il fonctionne que pour quelques minutes. Et ensuite, c'est notre niveau de dopamine, général,
en dehors des pics qui va être important. Le truc, c'est qu'à chaque utilisation des réseaux sociaux, eh bien, on baisse ce niveau de baseline, ce niveau de base de dopamine. Donc en fait, vous pensez que vous êtes en train de faire une pause, mais vous êtes en train de faire l'inverse d'une pause. Vous êtes fatigué parce que vous avez travaillé, ok, donc plus trop de réserve. Vous allez faire baisser votre niveau de dopamine encore plus, et après vous allez juste avoir le changement de tâche qui vous donne l'illusion pendant quelques minutes, et ensuite vous allez retomber au niveau de base, et vous allez être mort, vous n'allez plus pouvoir continuer à travailler. Donc utiliser les réseaux sociaux pour faire une pause, c'est contre-productif à 100%, et c'est juste une illusion momentanée. Si vous voulez vraiment faire une pause, vous marchez, vous vous étirez. Vous restez calme, vous concentrez sur votre respiration, une petite méditation, ou juste vous attendez. Voilà, vous attendez 2 minutes sans rien faire. Ça, c'est une vraie pause. Être sur votre téléphone, c'est absolument pas une pause. Deuxième mensonge, moi, j'utilise les réseaux sociaux uniquement dans les moments où je peux pas faire autre chose, donc ça m'aide à passer le temps. Typiquement sur les chiottes, dans les transports en commun, entre 2 activités, etc., etc. Certes, c'est moins grave d'utiliser les réseaux sociaux dans ce genre de contexte, mais comme on l'a vu plus tôt, on se bousille quand même la dopamine. Et en fait, je pense que c'est une erreur de penser qu'on ne peut rien faire d'intéressant ou de productif pendant ces moments de transition, disons. Il y a bien sûr les activités qui demandent du temps. Par exemple, le fait de travailler, étudier, je sais pas, avoir un meeting, etc. En général, quand on est aux toilettes, c'est pas le meilleur moment de faire ce genre de choses, ou quand on est dans les transports. Mais il y a plein d'activités qu'on peut faire à ces moments justement de transition. On peut écouter un livre audio, on peut méditer, on peut répondre à nos messages. Ça, c'est un truc que je fais personnellement quand je vais aller aux toilettes. Je réponds à tous mes messages parce que je suis quelqu'un qui oublie tout le temps de répondre aux messages, etc. Je mets énormément de temps à répondre aux messages, donc je me crée un petit rituel. Moi, de toute façon, tous mes réseaux sociaux, ils sont bloqués, donc je ne peux pas. Et donc, du coup, je me force à être sur WhatsApp et à faire descendre tous mes messages pour avoir répondu à tout le monde. Vous pouvez aussi faire vos mails, etc. C'est un petit rituel que j'ai. Même chose, dans les transports en commun, c'est un truc qu'on peut faire. Écouter un livre audio, podcast. Et puis, un truc que personne ou très peu de gens envisagent, mais qui est dingue, c'est de s'ennuyer. Dans les transports en commun, dans ces moments de transition, juste rien faire. Et on pourrait penser que c'est pas productif, mais en fait, c'est extrêmement productif, rien faire. Il y a 2 bienfaits principaux. Le premier, c'est que quand vous faites rien, imaginons, vous devez aller manger, il y a un délai de 5 minutes entre le moment où vous avez fini de travailler et le moment où votre repas arrive, donc vous vous dites « Ah, je vais sur les réseaux sociaux pendant 5 minutes ». Non, essayez de ne pas le faire, vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, et juste vous attendez 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, vous allez pouvoir réfléchir. Donc si vous avez des trucs en tête, etc., que vous n'avez pas eu le temps en fait d'analyser, votre cerveau va automatiquement le faire à ce moment-là. Et même pire encore, en fait, le cerveau, pendant la journée, il accumule des trucs auxquels il veut penser. Donc on a tout là des trucs auxquels on veut penser. Et tant qu'on est en train de faire quelque chose sur les réseaux ou en train de travailler, le cerveau, il n'a pas le temps d'analyser, de digérer en fait ces pensées-là. Donc elles restent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement stressant en fait. C'est, je pense, un des gros facteurs d'anxiété et de dépression chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils n'ont jamais de moment où ils doivent confronter ces pensées-là. Et donc, le fait de rien faire pendant un moment, ça permettra à votre cerveau de digérer tout ça et après, vous vous sentirez beaucoup mieux. Le truc, c'est que des fois, il y a un inconfort. Et c'est pour ça qu'on essaie tout le temps de se distraire avec notre téléphone, etc. Il y a un inconfort, justement, à penser à ces choses-là. Et la solution, c'est pas de les fuir, c'est pas de se distraire continuellement, mais c'est de bel et bien se laisser du temps dans la journée pour confronter tout ça. Ça peut être justement ces moments de transition. Moi, personnellement, pendant longtemps, j'allais marcher pendant 30 minutes et ça me permettait de faire ça. Ou ça peut être pendant le sport. Vous faites du sport sans musique. Vous pourrez penser à ces différentes choses quand vous prenez votre douche, etc. Ce qui est bien aussi, c'est quand on fait rien, c'est qu'on peut avoir de très bonnes idées. C'est pour ça que la plupart des gens ont leurs idées sous la douche. Parce qu'ils sont en train de rien faire. C'est le seul moment où ils sont obligés de rien faire, où il n'y a pas leur téléphone. Et bam, c'est là où on a toutes les idées, toutes les réalisations. Et puis, le deuxième truc, rien faire, en fait, ça va avoir justement un très bon effet sur votre contraste de dopamine. Vous savez, je vous en ai parlé plus tôt, le cerveau va toujours essayer de comparer les différentes activités. Donc si par exemple vous comparez aller sur les réseaux sociaux ou travailler, eh bien travailler, ça va être chiant. Vous n'allez pas être motivé à travailler parce que votre cerveau il sait qu'en fait il peut faire un truc qui va sécréter beaucoup plus de dopamine. Mais inversement, si vous comparez travailler à vous ennuyer et strictement rien faire, votre cerveau il va réaliser qu'il va avoir plus de dopamine en travaillant. Donc si vous vous ennuyez pendant 5 minutes ou pendant 15 minutes dans les transports, etc., et que derrière vous rentrez chez vous, eh bien travailler sur vos devoirs ou votre business, ça va être quelque chose de motivant pour
votre cerveau. Donc arrêtez de croire à ce mensonge et utilisez les moments de transition, soit pour faire quelque chose de productif, soit pour vous ennuyer. Troisième mensonge, c'est qu'on se dit que ça nous rend heureux d'utiliser les réseaux sociaux. Et ça, c'est un mensonge assez vicieux parce qu'il a l'air réel. Mais pour vous l'expliquer, je pense que le mieux, c'est de vous faire un petit dessin. Donc, je dessine avec ma souris et je suis très mauvais en dessin, donc pardonnez-moi. Donc, je vais vous faire un petit dessin. Imaginez-vous que quand vous montez, vous êtes heureux. Et quand vous descendez, vous êtes malheureux. Et le but de tout le monde dans la vie, c'est d'essayer d'être le plus heureux possible. Donc, monter le plus haut possible. Le truc, c'est que la vie, ça ressemble un peu à ça. Et donc, eh ben, on va commencer en bas et on va essayer d'être le plus heureux possible. On va venir là, hop, là, ok, tac, tac, tac. Et de jour en jour, de semaine en semaine, d'année en année, eh ben, on va se retrouver ici. Et là, on aura toutes nos habitudes, les sports qu'on fait, la manière dont on se comporte, etc. On sera au point C. Et ben, on va rester bloqué un peu au point C. Parce qu'on a beau essayer, etc. Ben voilà. On voit que c'est bien le point C qui est l'endroit le plus haut. Le point C, en maths, on appelle ça un maximum local. Parce que dans un endroit spécifique, ce carré-là par exemple, le point C, c'est le point le plus haut. C'est le maximum local. Le truc, c'est que le maximum local, c'est pas le maximum de la fonction, c'est pas le maximum de toutes les possibilités, c'est seulement le maximum dans un endroit. Mais pour aller au point D, par exemple, ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé avec le point C et pas le point A, je ne sais pas. Pour aller au point D, eh bien, il faut se forcer à descendre. Et il faut se forcer à descendre pendant une petite période de temps. Eh bien, pour moi, arrêter les réseaux sociaux ou fortement réduire les réseaux sociaux, c'est se forcer à descendre. On va, pendant une période de temps donnée, empêcher notre cerveau de pouvoir obtenir le bonheur qu'il perçoit avec les réseaux sociaux. Parce que le bonheur des réseaux sociaux, c'est une illusion. C'est un bonheur très court et qui a énormément d'éléments nocifs qui viennent par la suite. Et donc certes, pendant quelques temps, ça va être un petit peu difficile, on va devoir se forcer, on va devoir utiliser de la volonté. Pour descendre en fait sur ce graphe, il faut utiliser de la volonté. Mais ensuite, une fois qu'on est arrivé à ce point-là, une fois qu'on est arrivé ici, eh bien, vous allez voir que c'est très naturel pour le cerveau de continuer à monter de l'autre côté. Une fois que le cerveau aura compris qu'il ne peut plus utiliser les réseaux sociaux, il va chercher à obtenir son bonheur ailleurs. Il va chercher à dépenser sa dopamine ailleurs. Vous n'allez plus dépenser votre dopamine pour faire ça, mais vous allez dépenser votre dopamine pour atteindre vos objectifs. Et sur le moyen terme, ça vous rendra beaucoup plus heureux. Vous devez passer du point C au point D, mais pour le faire, il faut d'abord descendre pour pouvoir remonter. Arrêtez de rester bloqué dans un optimum, dans un maximum local. Vous pouvez obtenir beaucoup plus dans la vie si, pendant une petite période de temps, vous apprenez à votre cerveau à ne plus utiliser la dopamine des réseaux sociaux. Le quatrième mensonge, c'est que les réseaux sociaux, c'est cool parce que ça nous permet de nous distraire. En fait, la solution, elle est dans le mot distraire. Distraire, mais distraire de quoi? Personnellement, j'utilisais les réseaux sociaux souvent parce que je me sentais pas très bien. Il y avait un truc qui me stressait ou j'étais pas bien. Et donc, en fait, ça me permettait de penser à autre chose. On n'a pas envie de confronter un sentiment, une émotion ou quelque chose qu'on doit faire. On procrastine. Et au lieu de, on sait qu'on devrait faire ce truc, on sait qu'on devrait travailler sur nos devoirs ou sur notre business, mais on n'a pas envie d'y penser, donc bam, réseaux sociaux. On a ce problème à régler avec quelqu'un, mais on n'a pas envie de le faire, bam, réseaux sociaux. Et le problème avec ça, c'est qu'on tombe dans le piège. J'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Imaginez-vous, un mec de 30 ans, on va l'appeler Gérard. Gérard, un matin, il arrive au travail et il se fait virer. Du coup, il est extrêmement triste et puis il se met à boire une bière quand il rentre. Et puis après, il se dit bon, de toute façon, je suis viré, j'ai rien à faire demain. Il enchaîne les bières, il finit complètement bourré. Le lendemain, il se sent toujours pas bien, il n'ose pas annoncer la nouvelle. Il a honte, du coup, il continue à boire. Et il boit, et il boit, et il boit. Et une semaine plus tard, il a rien foutu et il a toujours pas confronté le problème, il n'a pas envie de chercher un nouveau taf, il n'est pas motivé, donc du coup il boit. Et puis un mois plus tard, de toute façon il touche le chômage, donc il n'a pas besoin de travailler, et puis de toute façon la vie c'est dur et c'est injuste, et il s'est fait virer alors qu'il ne le méritait pas, et du coup il boit. Et à chaque fois qu'il se sent mal, il boit. Et à chaque fois qu'il boit, il se sent mal. Et vu qu'il se sent mal, il reboit. Le truc c'est que Gérard, il pense qu'il boit parce qu'il se sent mal. Mais en fait il se sent mal parce qu'il boit. Et c'est exactement ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On ressent cette anxiété, ce stress, ce mal-être. Et donc, on se distrait en sortant le téléphone.
Mais en fait, on ressent le mal-être parce qu'on sort le téléphone. C'est le chat qui se mord la queue, c'est un cycle infernal et la seule manière d'en sortir, c'est bel et bien d'arrêter ou de réduire son utilisation des réseaux sociaux. Quand on a une émotion négative, quand on a quelque chose dont on a envie de se distraire, la solution, c'est pas de sortir TikTok. La solution, c'est de rester dans l'inconfort de cette émotion. Parce que la solution face à une émotion négative, c'est pas de l'éviter, c'est pas de la fuir, mais c'est de la traverser. Et cet inconfort, certes, il existe. Certes, il est difficile, mais en réalité, il dure que quelques minutes. Et une fois qu'on prend le temps de vraiment confronter, de vraiment penser à la chose qui nous stresse ou de faire la chose qui nous stresse, parce que ça peut aussi être des actions qu'on procrastine, eh bien, derrière, on se sent tellement mieux. Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux pour vous distraire ou parce que vous n'êtes pas bien, pensez à ça et potentiellement essayez de trouver une solution à ce problème plus profond parce que tant que vous l'aurez, ce sera encore plus difficile d'arrêter les réseaux. 5e mensonge, j'utilise les réseaux sociaux pour reconnaître l'actualité. Alors certes, les réseaux sociaux permettent d'être au courant de l'actualité, mais si notre objectif c'est vraiment d'être au courant de l'actualité, on peut le faire de manière bien plus efficace et avec moins de choses négatives qu'en utilisant les réseaux sociaux. On peut s'abonner à une newsletter, on peut lire le journal, ou bien alors regarder vraiment une chaîne, un contenu spécifique à un moment de notre journée pour nous informer. Il y a plein de compagnies, de newsletters, etc. qui font justement des résumés, même des résumés spécialisés. Si par exemple vous voulez connaître l'actualité dans l'économie, vous pouvez être au courant de ça. Vous pouvez aussi vous abonner à certaines personnes spécifiques sur Twitter et pas aller dans la section générale de Twitter, mais la section abonnement, comme ça vous voyez que ça. Et vous le faites seulement à un moment de la journée, imaginons tous les matins en buvant votre café, et comme ça c'est fait. Et vous bloquez votre application le reste du temps. Allez sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité. C'est un petit peu comme prendre de la coke pour aller en boîte. C'est un petit peu comme les drogués qui vous disent qu'ils prennent de la coke parce qu'ils en ont besoin pour être social. Alors, certes, la coke, ça aide à être social, mais il y a tellement de points négatifs au fait de prendre la coke que c'est pas une bonne stratégie et il existe des manières tout autant efficaces, bien moins nocives, d'arriver à votre objectif et donc par exemple d'être social ou d'être au courant de l'actualité. Il y a aussi pas mal de personnes qui disent que ils utilisent les réseaux sociaux pour rester en contact avec leurs amis. C'est exactement la même chose. Certes, les réseaux sociaux, ça permet de rester en contact avec nos amis, mais il existe des manières de rester en contact avec nos amis qui ne sont pas du tout aussi nocives et qui sont même meilleures, comme le fait de leur envoyer un message, le fait de les appeler, le fait de les voir. Ça vous permettra de plus être obligé d'utiliser les réseaux sociaux et ça vous permettra d'avoir tous les bienfaits des connexions sociales. En réalité, c'est même l'inverse qui se passe. Un des gros problèmes qu'on a dans notre société actuelle, c'est le problème de l'alimentation de mauvaise qualité. Notre corps, notre cerveau a été conçu pour manger certains ingrédients et ces ingrédients-là, ils remplissent notre estomac et ils nous fournissent certains nutriments. Le truc, c'est qu'il y a des nourritures qui ont été créées qui nous donnent super envie, mais au final, ça remplit notre estomac, mais ça ne nous donne pas les nutriments. Et donc ça crée énormément de problèmes de santé. Eh bien, c'est la même chose pour le cerveau. Notre cerveau a besoin de connexion sociale. Et en fait, les réseaux sociaux, c'est un type de connexion sociale qui va remplir notre besoin de connexion sociale, remplir entre guillemets notre estomac, notre appétit pour les connexions sociales, mais ça va pas nous donner les nutriments. On va pas avoir de vrais échanges, de vraies connexions avec les gens, et donc on va utiliser notre motivation de connexion sociale pour aller sur les réseaux sociaux, au lieu d'utiliser pour aller boire un verre avec quelqu'un, aller rencontrer quelqu'un, aller faire une balade avec quelqu'un. On va manger cette fausse connexion sociale, ça va nous bloquer notre appétit, donc après on n'aura plus la motivation d'aller rencontrer des vraies personnes. Et derrière, on n'a pas les nutriments, on n'a pas ces vrais liens avec les gens, on n'a que ces fausses connexions sur les réseaux et on se sent profondément mal. C'est pour ça que malgré l'utilisation des réseaux sociaux, on a un taux de solitude qui est dans les plus hauts de l'histoire. C'est pour ça que malgré le fait que les jeunes aujourd'hui parlent à plein de personnes du sexe opposé sur Instagram, sur les applications de rencontres, etc., on a un taux de 30 ou 40% des jeunes aujourd'hui qui n'ont pas eu de relations sexuelles au cours de l'année précédente. Arrêtez de manger de la fausse nourriture. Alors, ayez de vraies relations, ayez de vraies manières de vous informer par rapport à l'actualité, car ces versions édulcorées de l'actualité ou des connexions sociales vous feront extrêmement mal. En parlant de versions édulcorées, eh bien c'est la même chose pour l'apprentissage. Il y a plein de gens qui vont vous dire « j'utilise les réseaux sociaux pour apprendre. Je vais sur TikTok, sur Insta, voire même YouTube pour apprendre. » Mais en fait, on est encore une fois dans la même problématique. Vous allez manger de l'apprentissage de mauvaise qualité et pas recevoir les vrais nutriments. Si vous vous informez sur TikTok, vous utilisez toute votre motivation d'apprentissage
pour entendre des vidéos de faible qualité alors que vous pourriez lire des livres. YouTube, ça dépend les vidéos que vous choisissez, mais voilà, si vous êtes sur du format court avec des vidéos voilà, qui disent des trucs que vous avez déjà entendus plein de fois, qui sont faites par des gens qui n'ont pas vraiment de crédibilité, eh bien vous utilisez votre motivation d'apprentissage pour bouffer de la nourriture de moyenne qualité alors que vous pourriez écouter des livres, alors que vous pourriez aller chercher des articles spécialisés, alors que vous pourriez aller écouter des podcasts qui en valent vraiment la peine. Dernier mensonge qu'on se dit peut-être, c'est qu'on a besoin des réseaux sociaux pour le travail. Personnellement, c'est un mensonge que je me disais à moi-même, hein. J'allais checker mes stats sur TikTok. Et encore une fois, si vous êtes sérieux par rapport à votre succès et que vous avez justement pris conscience de l'impact des réseaux sociaux, eh bien, vous pouvez trouver des manières de faire votre travail sans subir les conséquences néfastes des réseaux. Ça peut être par exemple de garder Instagram, mais de masquer le contenu des stories et du feed pour chacun des utilisateurs. Sur Instagram, vous pouvez aller sur chaque profil et masquer, en fait, bloquer les stories et les photos de votre feed d'actualité. Comme ça, quand vous allez sur Instagram, il n'y a rien. Donc, ça vous permettra d'utiliser Instagram pour voilà, peut-être aller dans les DM, mais vous ne serez pas distrait par les stories, etc. Pour TikTok, moi j'avais TikTok justement parce que je checkais les vues de mes vidéos, et bien maintenant j'ai supprimé TikTok et en fait j'ai tout simplement demandé à mon équipe de m'envoyer une fois par mois un rapport, et si j'ai vraiment envie d'aller voir les stats, et ben j'y vais sur mon ordinateur. Ça c'est aussi une autre solution qu'on peut avoir, c'est garder les applications seulement sur l'ordinateur. Comme ça vous n'avez pas ce réflexe de sortir le téléphone. On connaît le problème des réseaux. On a réalisé qu'en fait toutes les raisons pour lesquelles on se disait que en fait, c'était quand même utile d'avoir les réseaux, c'est en fait des mensonges qui ont été inventés par la société ou par notre cerveau. Parce qu'il faut se rappeler qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à notre cerveau dans ce cas de figure parce qu'on est drogué. Un addict à la cocaïne ou à l'héroïne, il aura toujours une raison au fond de lui pour justifier son addiction. Et même pour être moins hardcore, on peut prendre le mec qui fume des clopes. Si vous allez vers n'importe lequel de votre ami fumeur, vous lui demandez pourquoi tu fumes, etc., il a presque toujours une justification. Il peut arrêter, mais... Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer dans votre cerveau maintenant. Notre cerveau est habitué à une source de dopamine et il a envie de la garder et il va donc manipuler vos pensées afin de vous empêcher de vous en débarrasser. Si vous n'êtes pas encore totalement convaincu par le fait qu'arrêter les réseaux sociaux est la bonne décision, ce que je vous recommande de faire, c'est faire ce qu'on appelle un ouch. C'est un truc que j'ai appris dans le livre Decisive qui permet de prendre de meilleures décisions, et c'est de se dire, avant de prendre une décision, on peut faire un essai. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de décider d'arrêter les réseaux sociaux pour toute votre vie. Mais vous pouvez décider d'arrêter les réseaux sociaux pendant une semaine ou pendant un mois. Et sur toute votre vie, une semaine, un mois, c'est rien. Mais le fait de faire le test, ça vous permettra de voir si réellement vous avez vraiment envie de continuer à utiliser les réseaux sociaux, que ça vous apporte vraiment du bonheur ou que c'est vraiment utile pour vous, ou si vous êtes en train de vous mentir à vous-même parce que c'est votre cerveau de drogué qui est en train de vous manipuler. Donc, faites ce ouch et si vous êtes 100% convaincu comme moi, prenez la décision pour le reste de votre vie parce que ça aura un impact énorme. Mais prendre la décision, c'est qu'une partie. Il y a énormément de personnes qui essayent d'arrêter les réseaux sociaux mais qui n'y arrivent pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va se fixer un objectif concret. Un des trucs qui aide le plus au changement, c'est d'avoir un objectif concret. Donc on va, et je vous invite à le faire maintenant en regardant la vidéo, peut-être sortir une petite feuille de papier et écrire exactement ce que vous allez faire. Premièrement, je vous conseille de faire un challenge. Ça va vous aider à avoir cette motivation et cette date de fin. C'est plus facile de se dire j'arrête pendant 30 jours, j'arrête pendant une semaine, j'arrête pendant un an, que de se dire j'arrête à tout jamais. On a une manière de s'évaluer, de voir si on a réussi ou foiré. 30 jours, c'est ce que je recommande pour commencer. Donc, vous écrivez, voilà, challenge, 30 jours, arrêtez les réseaux sociaux. Ensuite, il va falloir définir exactement ce que vous allez faire. Ce qui aide le plus au changement, c'est justement de savoir ce qu'on va faire, de planifier le changement, plutôt que de se motiver à faire le changement ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle autre stratégie. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est soit de supprimer les applications de votre téléphone, et donc d'utiliser seulement les réseaux sociaux sur votre ordinateur, soit vous pouvez carrément tout supprimer, tout archiver, vous déconnecter de partout, soit vous pouvez réduire, donc la version la plus simple, c'est de se dire j'ai seulement 1-2 heures par jour, donc soit vous vous dites que vous avez 1 heure par application, vous pouvez régler ça sur votre option temps d'écran, donc vraiment c'est dans réglage, temps d'écran sur iPhone, c'est la même chose sur Android, et là vous avez juste à utiliser les différentes options. Donc soit vous mettez un downtime en anglais, je ne sais pas ce que c'est en français, mais en gros ça vous permet de sélectionner une plage horaire pendant laquelle vous ne pouvez pas utiliser les réseaux sociaux, soit vous mettez une limite d'application, donc ça vous, voilà, vous dites j'ai le droit à 30 minutes d'Instagram par jour, donc vous pouvez l'utiliser quand vous voulez mais que 30 minutes. Moi je préfère la première option, le downtime,
Et ensuite, vous pouvez mettre des applications qui sont toujours acceptées. Donc, imaginons que vous mettez downtime, c'est-à-dire que, par exemple, entre, je sais pas, 22h du soir jusqu'à 19h du soir, donc en gros, entre 22h et 19h, vous pouvez pas accéder, donc seulement entre 19h et 22h, vous pouvez accéder. Et vous mettez par exemple WhatsApp comme application que vous pouvez tout le temps utiliser, ou les applications productives. YouTube, franchement, c'est entre les deux parce qu'il y a Short et il y a quand même des vidéos de mauvaise qualité. C'est presque mieux de bloquer au début. Et puis voilà, s'il y a des applications genre Notes, vous pouvez laisser, voilà, je vous laisse réfléchir. Et finalement, vous allez mettre un code, donc vous pouvez descendre et il y a écrit mettre voilà, le code de temps d'écran, vous cliquez dessus et ce code-là, vous demandez à quelqu'un de votre entourage de le mettre. C'est pas grave si c'est quelqu'un qui est pas tout le temps avec vous, parce que vous avez accès à WhatsApp. Donc si tout d'un coup vous avez vraiment besoin du code, vous pouvez envoyer un WhatsApp à cette personne et elle vous enverra le code et puis ben c'est pas grave. Donc c'est vraiment super important que ce soit pas vous qui mettiez le code. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous vous rendez pas compte. En fait, c'est juste plus lent. Si vous avez le code, vous allez mettre le code. Si vous n'avez pas le code, il va falloir demander à quelqu'un. Donc vous le ferez vraiment que si c'est nécessaire et ça va permettre de couper cet automatisme. En fait, le gros problème, c'est qu'on sort les réseaux sociaux sans s'en rendre compte. On se dit pas, ah oui, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Après avoir posé le pour et le contre de manière très étendue et réfléchie, je décide maintenant d'utiliser TikTok. Non, c'est pas ça qui se passe, c'est ça, tac. On n'a pas pensé, on est sur TikTok, on perd 15 minutes et c'est cette addiction, tac, 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 qui s'accumule et c'est comme ça qu'on perd les 4 heures par jour. Donc, si vous n'avez pas le code, vous allez sortir, ça va faire je peux pas, ok. Et en fait, au bout de quelques jours, votre addiction, elle sera plus là. Et vous pourrez démarrer votre nouvelle vie. Donc voilà, vous mettez le code temps d'écran. Ça, vraiment, c'est ce que je vous recommande de faire. C'est le mieux. Comme ça, vous n'avez pas l'impression de vraiment quitter les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours parler à vos potes, voir l'actualité, etc. Ou si vous êtes hardcore, et en particulier pour les applications très néfastes comme TikTok, moi, vraiment, vous les supprimez. Si vous êtes vraiment, vraiment hardcore, vous supprimez votre compte, vous archivez votre compte. Limite, vous changez le code, vous donnez votre code à quelqu'un d'autre. Et comme ça, plus de réseaux sociaux. Personnellement, si j'utilisais pas les réseaux sociaux pour le travail, c'est ce que j'aurais fait il y a bien longtemps. Deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est créer de la pression sociale. On est des créatures sociales et on est victime de ce qu'on appelle un biais de cohérence. Quand on annonce qu'on va faire quelque chose en public, eh bien, on a peur de pas le faire et de pas être cohérent avec nous-mêmes. On a peur de se ridiculiser en public, donc ça augmente fortement nos chances d'arriver à atteindre l'objectif du challenge. Donc, vous définissez votre challenge et vous en parlez et vous vous engagez publiquement envers vos potes ou sur un réseau social à le faire. Ce qui est bien, c'est que si vous vous engagez sur Instagram, eh ben on verra que pendant 30 jours, vous pouvez pas poster de story. Et si vous postez une story, ben, ça montrera bien que vous avez échoué. Si quelqu'un vous voit en train de regarder sa story, ça montrera que vous avez échoué. Si vous likez un truc, si vous répondez à un message, ça montrera que vous avez échoué. Donc c'est bien de dire sur un réseau que pendant 30 jours, on vous verra pas. C'est une bonne manière de le faire. En tout cas, je vous recommande vraiment de l'annoncer publiquement ou de faire un pari avec quelqu'un ou encore de donner de l'argent à quelqu'un et de lui dire de vérifier votre consommation du réseau social. Ce qui est très bien avec le téléphone, c'est qu'on peut voir de nouveau sur l'option temps d'écran les statistiques. Donc, il peut vérifier et si vous perdez, ben, il peut garder l'argent. Vraiment, une des 3 stratégies, mettez-la en place. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait toute la différence et c'est le truc que personne ne fait. Troisième point qui est aussi crucial pour réussir cette réduction des réseaux sociaux, ça va être de réfléchir intensément à ce calcul. Si aujourd'hui vous utilisez les réseaux sociaux 4 heures par jour, ça veut dire que vous les utilisez 28 heures par semaine. Ça veut dire que vous les utilisez 120 heures par mois. Et ça veut dire que vous les utilisez 1440 heures par an. 1440 heures, c'est amplement suffisant pour atteindre n'importe lequel de vos objectifs. Vous voulez lancer un business en partant de zéro et monter à 10K par mois, vous aurez besoin qu'une fraction de ces 1440 heures. Vous voulez apprendre à parler anglais correctement, vous aurez besoin que d'une fraction de ces 1440 heures. Vous voulez avoir les meilleures notes de votre classe, ou de votre lycée ou de votre université, ces 1440 heures ont une valeur inestimable. Vous voulez obtenir une promotion, ces 1440 heures feront la différence. Vous voulez trouver une copine, ces 1440 heures seront là. Vous voulez faire un tour du monde, 1440 heures, c'est amplement suffisant. Réfléchissez à toutes les choses dont vous avez toujours rêvé et listez une ou deux de ces choses, un ou deux de ces objectifs et utilisez le temps que vous dégagez en arrêtant les réseaux sociaux pour faire cette chose-là. Vous allez avoir le temps pour le faire et vous allez avoir la motivation pour le faire parce que toute cette dopamine, toute cette motivation qui était aspirée par les réseaux sociaux, vous pourrez l'utiliser dans la quête de vos objectifs. Alors, prenez le temps de nouveau maintenant d'écrire cet objectif. Ça peut être de prendre 2 semaines de vacances. Vous travaillez 2 fois plus dur, vous gagnez de l'argent de côté grâce à ce temps que vous avez dégagé pour pouvoir faire ce putain de tour du monde dont vous avez toujours rêvé ou accomplir n'importe lequel des objectifs que j'ai listés plus tôt. Remplacez l'addiction aux réseaux sociaux par une addiction qui vous apportera beaucoup plus sur le long terme. Et si vous voulez savoir un peu plus en détail comment être sûr
que vous atteigniez ce nouvel objectif, comment maximiser les chances que vous atteigniez ce nouvel objectif, eh bien, j'ai fait un tutoriel complet sur comment changer votre vie pendant cette année en termes de productivité, mise en place des objectifs, habitudes, etc. Et on le laisse juste ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Yomi et bonne chance pour votre challenge.